411 milliards de francs congolais. Par rapport au crédit total de fonctionnement disponible pour les 26 provinces en 2015, soit 241 milliards de francs congolais, le montant de 411 milliards de francs congolais ne peut être couvert que partiellement par ce 241 milliards de francs congolais. Effectivement, donc il démontre qu'en 2015, on donne déjà, ça c'est les chiffres du budget de 2015, on donne aux provinces pour le fonctionnement 241 milliards. Pourtant, lorsqu'on partage le 241 milliards aux 26 provinces, ça donne moins que ce que l'on donne à la plus petite province de la République, que le Maniema, 14 milliards. Prenons maintenant, ne fût-ce que le minimum de 14 milliards, lorsqu'on le partage, plutôt on donne x 26, donc pour chaque province, eh bien il y aura une impasse budgétaire de 170 milliards. C'est donc ce qu'il dit. Rien que pour le fonctionnement, ça précisons-le, pour le fonctionnement des institutions au niveau de différentes nouvelles provinces, nous avons une impasse budgétaire. On ne dit pas pour l'investissement, non, pour le fonctionnement. On doit être sérieux. Est-ce que l'État peut chercher à se créer de nouvelles dettes, mais de nouvelles dettes qui ne profitent pas à la population, mais qui va plutôt engouffrer les sociales de la population? Parce qu'on ne pensera plus à payer les 250 000 enseignants, on ne pensera plus à résoudre d'ailleurs le problème de retraités aujourd'hui qui prennent la place de jeunes au niveau de la fonction publique. Mais au moins, ce qu'il faut savoir, c'est que l'honorable Mouzito n'est en réalité pas contre l'installation d'une nouvelle province. C'est que vous appelez abusivement le découpage, parce que nous les juristes on dit que c'est une simple création de nouvelles provinces en transformant les districts en provinces. Il n'est pas contre. Il est pour. Pourquoi? Parce que je donne toujours l'exemple du Katanga. Le Katanga sera subdivisé en 4. Il y a le Haut-Katanga et le Lualaba au sud. Il y a le Olomami et le Tanganyika au nord. En réalité, nous savons tous que le Katanga a plus ou moins 41% de ressources à caractère national ainsi que les ressources propres. Lorsqu'on les met ensemble, le Katanga a à elle seule 41%. C'est vraiment la tête du peloton. Mais quand on entre à l'intérieur du Katanga, seul le Haut-Katanga et le Lualaba ont bénéficié de beaucoup plus d'investissements. Donc lorsque on subdivise Katanga à 4, le Haut-Lomami et Tanganyika deviendront plus ou moins de provinces aussi pauvres que le Bandundu. Mais aujourd'hui, nous tous, nous ne nous rendons pas compte de ces problèmes, de ces déséquilibres au sein de la province de Katanga. Mais lorsque c'est le Haut-Lomami et le Tanganyika deviennent de provinces, facilement le pouvoir central peut s'en rendre compte et à travers la Caisse nationale des péréquations dont nous demandons, depuis 2010, l'honorable Mouzito demande à ce qu'elle soit votée et promulguée, à travers cette Caisse nationale des péréquations qui a comme objectif de résoudre les déséquilibres, on pourra en ces moments-là penser à ces deux districts qui seront devenus des provinces. Et deuxièmement, et au fait c'est la Constitution, il ne peut pas s'opposer à la Constitution. Mais tout simplement, ce qu'il veut, c'est que l'on respecte le préalable. Il a parlé de la décentralisation politique effective d'abord au niveau de 11 provinces. Et deuxièmement, il a parlé de la Caisse nationale des péréquations. Et il a considéré que cette Caisse nationale des péréquations avec les 10% de recettes à caractère national, elle est insuffisante. 6 milliards, 10% c'est 600 millions, je pense. C'est insignifiant. D'où il a demandé à ce que l'on mette en place un fonds spécial des péréquations où on pourra, à travers ces fonds, mobiliser de ressources extérieures. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même annulé la dette. Nous devons prendre un nouveau endettement. Par-dessus tout, vous conviendrez avec nous, parce qu'il l'écrit, il reconnaît que cette situation n'est pas l'effet d'aujourd'hui. Il dit même que cet État congolais en faillite non déclaré l'est dès sa naissance et qu'elle n'est pas encore parvenue à sortir de cet État. Lui aussi a joué une partition là-dessus. Qu'a-t-il concrètement apporté pour sortir l'État de cet État? Il le reconnaît, hein, depuis 1960, on est né en faillite. On est mal né, plus ou moins. C'est un État mort-né, si on peut ainsi forger. Mort, je mettrais entre guillemets. Mal né, j'accepterais. C'est-à-dire, l'État est né déjà avec beaucoup de défauts. Voilà. Et quand le Padou prend le pouvoir, à travers lui et le patriarche, le premier objectif, c'était d'abord de désendetter l'État.
Parce que l'État avait déjà de passifs, mais avec... Et il y est parvenu. Voilà, il y est parvenu. D'abord en stabilisant le cadre macroéconomique qui était une des conditionnalités pour atteindre le point d'achèvement. Mais à un certain moment, il y a eu deux grandes contraintes, entre autres le problème avec le programme chinois. Il fallait concilier les deux. Et il y a eu le problème avec la firme canadienne, la société minière. Finalement, il a eu, avec un certain tact diplomatique, arrivé à annuler la dette. C'était ça, déjà, un des grands acquis. Mais ce qui est important, c'est quoi? Au même moment, quand il annulait la dette, il résolvait aussi le passif, le problème du passif social de l'État. Il a triplé le nombre de magistrats, ils étaient à 1000, ils sont allés à 3000. Il a augmenté aussi... Les magistrats dont on a dit qu'ils toucheraient 1600 $, en réalité, oui, c'est rien. Non, c'était, je pense, ils sont allés de 300 à 500 et d'autres à 1000. Je pense que pas vraiment jusqu'à 1600. Le rapport fait au chef de l'État qu'il a repris publiquement, excusez-moi, un peu de manière malaisée. Le chef de l'État a donné un chiffre solennellement. Il s'est avéré que tout ce qu'il avait raconté n'avait rien à voir avec la réalité sur le terrain. Non, je pense qu'il y a eu juste... une petite erreur, mais je pense qu'ils sont allés de 300 à 500 et d'autres à 1000. Et les professeurs d'université sont allés de 50 aujourd'hui à 1000 et d'autres même à 2000 $. Mais les 1000 là, c'est pas le salaire, en fait, c'est un peu la prime, quoi. C'est un peu la prime. Non, mais ce qui est important, c'est pas le salaire. Je suis en train de vous démontrer qu'au même moment, le FMI, et d'ailleurs il a soigné un peu l'image du FMI, parce que nous tous, nous savons que généralement, quand on est en programme avec le FMI, on n'augmente pas les salaires, en somme toute, on ne résout pas les problèmes sociaux de la population. Mais au moins lui, il a résolu les problèmes sociaux de la population parce qu'il a triplé les effectifs de magistrats, il a augmenté à l'époque les salaires des enseignants, parce qu'à son époque, 40% du budget était consacré au social, plutôt au paiement de salaire. Mais aujourd'hui, on est plus ou moins à 30%. Donc, déjà à son époque, il conciliait et le programme d'annulation de la dette et le social de la population. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de collaboration étroite entre le gouvernement et les syndicats qu'à cette époque, parce qu'à l'époque, il y avait le cadre permanent du dialogue social. Le syndicat collaborait à l'élaboration du budget. Donc je pense que c'est ce qu'on a pu résoudre, d'où maintenant on est en train de tirer la sonnette d'alarme, parce que nous, c'est le social d'abord, on est en train d'attirer la sonnette d'alarme pour qu'on évite d'oublier ce social et d'encourager la création de nouveaux personnels politiques qui vont être chômés, des chômeurs, mais payés. Alors l'honorable Mosito dit également pour les déficits consécutifs à la mise en place des organes délibérants et exécutifs des entités locales, il fait sa lecture, il dit pour la caisse de péréquation, le gouvernement doit s'interdire de financer dans la période le déficit courant des entités territoriales décentralisées avec les ressources du fonds de péréquation une fois ce fonds mis en place, car ce sera, dit-il, le détourner de leur objectif de leur objectif constitutionnel, celui de corriger les déséquilibres de développement de province. Effectivement, comme je vous l'ai dit, nous avons des problèmes d'équilibre entre provinces. Dans l'État sans budget, où il dit que depuis 2012, on n'a jamais voté le budget de l'État, on n'a que 3 différents budgets, mais jamais mis ensemble, il a démontré qu'il y a des déséquilibres criants que le pouvoir central n'a jamais remarqué. Par exemple, Bandundu, pour rattraper la situation du Katanga, faudra un demi-siècle, 50 ans. Et chacun des Kassai, pour rattraper la situation du Katanga, il faudra un quart de siècle, 25 ans. D'où ici, il dit que cette caisse nationale de péréquation, son rôle, c'est de résoudre les déséquilibres de développement entre provinces. Il ne faudra pas détourner cet argent pour payer le nouveau personnel politique au niveau du ZTD. Ça serait tout simplement un détournement et ça serait tout simplement dévier les objectifs de développement pour la mise en place de simples organes politiques au niveau des ZTD qui ne vont pas travailler, il insiste. Ce que j'ai aimé personnellement, que Mosito ne reste pas seulement critique négativement.
Mais il est aussi positif en ce qui concerne les crédits d'investissement provinciaux. Il dit ceci, je le cite, l'option du gouvernement consistant à consacrer 50% de l'enveloppe de la rétrocession aux investissements provinciaux est appréciable. Appréciable. Même si, dit-il, nous aurions aimé voir le gouvernement donner aux provinces la gestion de ces crédits. Alors, question, pourquoi la gestion de ce crédit n'est-elle pas confiée aux provinces elles-mêmes? Je pense qu'il faudra que les gouvernements actuels puissent se justifier dans ce sens, mais déjà à l'époque c'était plus ou moins la même chose avec l'honorable Mouzito. Oui, c'est ça justement. Effectivement, oui. Mais à l'époque, on considérait que les institutions au niveau de province n'étaient pas assez stables et qu'il fallait d'abord qu'il y ait un minimum de stabilité avant de leur donner toutes ces sommes d'argent. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont quand même évolué. On doit commencer à donner ces crédits d'investissement au niveau de province parce que les provinces sont plus proches de la population. Elles peuvent connaître quelles sont les priorités en matière d'enseignement, quels sont les enseignants à payer, quels sont les médecins à payer, quels sont les hôpitaux à construire. Mais il l'a mis un bémol, je pense que c'était dans l'État sans province, où il demandait, plutôt l'État sans budget, sans la budget. dernière recommandation, où il demandait, oui, il faut leur donner cet argent, mais renforçant plutôt les structures de contrôle, les organes de contrôle, qui sont l'inspection générale de finances, la Cour des comptes, qui ont comme rôle de vérifier comment on utilise cet argent. Alors là-dessus, parlant de crédit de rémunération du personnel de l'EPSP, santé, agriculture, affaires coutumières, Mouzito dit ceci, faute de ressources pour couvrir les charges liées à la mise en place des organes délibérants et exécutifs des ETD, le gouvernement devrait reporter, vous l'avez dit, pour 2021, les élections locales en attendant que le pouvoir central atteigne le seuil budgétaire annuel de 10 milliards de dollars américains en ressources propres et que les gouvernements provinciaux améliorent la capacité de mobilisation de leurs ressources propres et mettent à profit cette période pour 1. Construire et moderniser les routes provinciales et des dessertes agricoles. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. 2. Financer l'équipement des entités territoriales décentralisées ainsi que le renforcement des capacités de leur personnel politique et administratif. Mais franchement, si on doit attendre que tout cela soit atteint, et l'on sait que notre pays a un statut plus ou moins particulier depuis la conférence de Berlin de 1885, on ne fera plus rien. Non, moi je pense que le problème est dans la volonté politique, dans la vision politique et dans la culture démocratique. Nous sommes des démocrates. Nous voulons qu'à la base, que quelque chose puisse fonctionner. Depuis 2010, comme on vous l'a dit, il était en train de créer. Ces préalables dont il parle aujourd'hui, il en a parlé en 2010. Le problème est que dans l'entretemps, on n'a rien fait. Il n'est pas en train de dire attendons. Non, il est en train de dire faisons quelque chose pour que, au moment opportun, que lorsqu'on mettra en place des institutions locales, qu'elles puissent fonctionner. Il parle de 10 milliards de dollars. C'est un ancien inspecteur de finances, c'est un ancien ministre en ressources propres. C'est un ancien Premier ministre. Oui, on est déjà à 6 milliards. Donc d'ici 2021, donc plus ou moins dans 6 ans, on pourra déjà aller à 10 milliards. Donc, en d'autres termes, ce que veut l'ancien Premier ministre, les bourgmestres, les chefs de territoire, tout, ils restent en place ou ils continuent d'être nommés par le chef de l'État. C'est justement ce que l'opinion n'accepte plus. C'est justement le contraire de ce que dit notre Constitution. Non, faisons attention. Moi, je pense qu'on doit faire une analyse interdisciplinaire. Est-ce que ça serait intéressant, c'est pas seulement le bourgmestre pour les élections. Oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas terminer la liste. Ce sont des organes délibérants. Plus ou moins dans une commune, on peut aller même jusqu'à 40 personnes dans une commune qui ne produit rien et qui ne reçoit rien de province et moins encore du pouvoir central. Donc, c'est que lui, il est en train de relever. C'est très important. Il est en train d'éviter
Il vous a parlé de la Caisse nationale des péréquations. Il vous a parlé de personnel de 4 domaines à compétences exclusives. Il dit que sans que l'on ait atteint 10 milliards de dollars, on risquerait de toucher à ces sommes d'argent qui concernent le social de la population, le paiement des enseignants, de médecins, qui concernent la Caisse nationale des péréquations pour investir et résoudre les déséquilibres entre provinces. Donc c'est de l'argent qui est important. On ne doit pas y toucher. Pour le développement de la République, lorsqu'on y touche, c'est un détournement. D'où il dit, pour qu'on installe mieux plutôt les institutions au niveau local, il faudrait qu'on attende qu'on ait 10 milliards de dollars. Mais dans l'entretemps, il faudra que le pouvoir central et les provinces soient dans un programme de construction de bâtiments pour ces futurs organes au niveau local, qu'ils puissent construire les routes provinciales, qu'ils puissent construire les routes de desserte agricole, parce que c'est ça qui permettra à ce que l'on remonte un peu notre situation économique. Parce qu'en réalité, c'est qu'il n'a pas fait lui-même. Il faut comprendre. Quand il est aux affaires, il a commencé à le faire. Mais lui, c'était 59 millions de dollars à payer chaque mois pour le service de la dette. Plus de 600 millions de dollars. C'était la guerre à l'Est avec Kunda Batoare. Mais il a construit des routes. Il a plus ou moins résolu le problème de la population. Parce que pour nous, les sociodémocrates, nous concevons que c'est à travers la consommation qu'on peut impulser l'économie. Déjà à l'époque, sans le boom minier, il a pu atteindre 5% de la croissance économique. Sans le boom minier, s'il vous plaît, mais c'était à travers le paiement de salaires d'enseignants. Lui, son budget, c'était 40% consacré au salaire des enseignants. Eh bien, c'était une collaboration étroite avec les fonctionnaires. Donc, il y a cette vision-là. Comme il le dit toujours, pour que l'on puisse créer une économie nationale, nous devons construire des routes interprovinciales, ce qui permettra à ce que ce qui est produit à l'intérieur du pays puisse aller vers des centres de consommation. Aujourd'hui, on ne doit pas se contenter d'une croissance minière, d'une croissance du PIB qui est beaucoup plus basée sur les mines. Alors, ça, il le dit dans sa tribune, la République démocratique du Congo est un État sans budget. Il dit d'abord qu'il y aurait risque de démembrement de provinces sans transfert des responsabilités et des ressources en faveur de nouvelles ou anciennes provinces. Mais il dit encore ceci. Pour la mise en place de nouvelles provinces et ETD, notre souhait, ce n'est qu'un souhait en plus, est que le choix politique cristallisé dans la Constitution du régionalisme constitutionnel et de la décentralisation se traduise cette fois-ci par un transfert effectif aux provinces et aux entités territoriales décentralisées de leurs responsabilités, charges et ressources prévues par la Constitution et la loi de la République. Effectivement, parce que malheureusement, il y a deux amis qui ne comprennent pas assez, parce qu'en réalité, nous sommes pour l'application de la Constitution, mais de l'article 1 à l'article 220, je pense. Donc, ici, on ne peut pas chercher à installer de nouvelles provinces pendant que les anciennes, on ne leur a pas donné des compétences. Et c'est ça le grand risque. Ça veut dire que ce qu'est en train de faire la CENI aujourd'hui, pour l'ancien Premier ministre, la CENI va tout droit à un cul-de-sac. Oui, pas au niveau des élections provinciales, parce que pour les élections provinciales, et je pense que c'est pour les 11 provinces, les anciennes, mais pour les élections locales, on va vraiment tout droit vers le mur, on doit le reconnaître. On n'est pas anti-république, on est plutôt pour la République et la vraie. Parce que je vous ai démontré que les 11 provinces n'ont jamais bénéficié de la décentralisation. Donc on risquerait d'aller vers 26 provinces qui ne vont pas bénéficier de la décentralisation politique. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de moyens tels que prévus par la Constitution, et ils n'auront pas de pouvoir tels que prévus par la Constitution aussi. Et maintenant, malheureusement, au niveau des ETD, au niveau local, eux qui vont attendre un transfert de pouvoir de province vers elles ne vont rien recevoir, parce que les provinces, elles non plus, n'ont rien reçu. Et c'est ça les problèmes. Mais malheureusement, ces gens-là vont exister. Ces gens-là devront être payés. Et par quel budget? Par le budget de l'État. Et malheureusement, il y a des dépenses sociales qui ne sont pas prises en compte jusqu'à ces jours. On va terminer par cela, mais je vais vous demander de placer deux petits mots en guise de conclusion sur l'installation de nouvelles entités, ainsi de suite. Monsieur Mouzito dit ceci. Enfin, si le projet d'installation de 26 provinces
veut s'accompagner d'un réel régionalisme constitutionnel et d'une décentralisation effective, une option s'impose. La voici. L'engagement de la part du pouvoir central de matérialiser le transfert des compétences et de la totalité des 40% de ressources aux provinces, nouvelles comme anciennes, en renforçant les mécanismes de leur contrôle par le pouvoir central. En 2 mots. En 2 mots, ça veut dire qu'il est pour l'installation d'une nouvelle province. Je vous en avais donné l'argumentaire, mais il veut qu'on respecte le préalable. Et le plus grand de préalable, c'est l'engagement pour le pouvoir central de décentraliser d'abord effectivement le 11. C'est l'engagement pour le pouvoir central de mettre en place rapidement une caisse nationale de péréquation. C'est l'engagement pour le pouvoir central de mettre aussi en place un fonds spécial de péréquation en mobilisant les ressources extérieures. C'est l'engagement pour le pouvoir central de voter, de commencer à voter un budget de l'État. Parce que depuis 2012, le pouvoir central n'est jamais passé pour la 2e fois pour présenter un budget de l'État. D'où, malheureusement, le pouvoir central n'est qu'un pouvoir central de Kinshasa qui n'a aucune vision sur toute la République. En faillite. Et notre État reste toujours un État en faillite qui crée de dépenses, de nouvelles dépenses inutiles en oubliant parfois le social de la population. Et enfin, j'ajoute aussi, c'est l'engagement pour vous, la population, d'ouvrir les yeux et les bons à suivre pas à pas les faits et gestes posés par le gouvernement central, mais également les propositions faites par ceux qui ne partagent pas la vision du gouvernement central et d'être impartial, population, et d'être critique positivement et apporter du vôtre pour la construction de l'édifice la République démocratique du Congo pour le bien-être de tous et de chacun. De tout cœur, je vous remercie, Maître Steve. C'était la première fois que vous passiez sur mon plateau. Je crois que les portes de cette émission vous resteront toujours ouvertes quand vous le désirez. Merci. Moi qui vous remercie, et à la prochaine. Merci. Et merci à vous également, très chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci à vous également, toute l'équipe technique qui ne cesse de me permettre et de nous permettre de parvenir jusqu'à vous. Prochaine rediffusion, ce sera ce mardi à partir de 10h30, 10h40, en tout cas avant 11h. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.